Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans l'émission C'est dans la boîte, une émission en immersion aujourd'hui qui se déroule à Guipy. Aujourd'hui, une petite commune dans la Nièvre sur un thème bien défini, bien préparé, puisqu'il s'agit de l'industrie en milieu rural avec la question, l'équation impossible. Sur ce plateau, Emmanuel Boudet, qui est le président de l'UMM 58 et le dirigeant de l'entreprise Laser Fusion à Coulanges-les-Nevers. Bonjour. Bonjour. Et puis juste à côté de vous, il y a justement Sébastien Ponge, le dirigeant de l'entreprise éponyme qui nous accueille aujourd'hui dans ses locaux. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Comment ça va? Ça va? Merci de nous accueillir chez vous aujourd'hui. Oui, c'est avec grand plaisir. Nous sommes très contents, très heureux aujourd'hui de vous recevoir dans notre entreprise, comme vous le dites, en milieu rural. C'est une entreprise familiale. Avec ma sœur aujourd'hui, nous représentons la 5e génération d'entreprise Ponge, on va dire, sur la commune de Guipy. On va en parler plus en détail justement dans quelques instants. Merci. Et évidemment, pour m'accompagner sur cette animation, il y a évidemment Claude Vaucoulou, délégué général de l'UMM 5889. Bonjour Claude. Bonjour Miguel. Comment ça va? Ça va très bien et très heureux une nouvelle fois d'ouvrir ce plateau sur une belle émission à venir pour la semaine de l'industrie. Je crois qu'on a beaucoup de choses à dire, donc on va entrer directement dans le vif du sujet. Directement, mais juste avant de revenir justement sur la très longue histoire de Ponge et d'aborder le sujet du jour, je voudrais justement avoir votre sentiment à vous deux, Claude, et comment sur les annonces du nouveau Premier ministre Michel Barnier. Claude, le Premier ministre a fait des pré-annonces en définitive, avec un projet de loi de finances dont il a esquisser des contours. Ces contours, il y a un certain nombre de sujets que nous regardons évidemment à la loupe. Nous savons qu'ils seront examinés par les parlementaires. Nous avons avec nous aujourd'hui une députée et évidemment elle pourra nous donner son sentiment. Mais et pour être dans la ruralité et tout à fait sur le thème, nous savons bien que c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses et nous compterons effectivement les bouses à la fin de la foire. Nous verrons bien ce qu'il sortira de ce projet de loi de finances pour 2025. Inquiet ou pas inquiet? Raisonnablement, il ne s'agit pas d'être inquiet ou pas inquiet, mais il faut être tous attachés à une chose, c'est que c'est l'industrie qui crée la richesse et il faut absolument que l'industrie puisse continuer à le faire, la métallurgie en particulier. Et évidemment, nous regardons tout ça avec beaucoup d'acuité. Monsieur le Président, Emmanuel Boudet, votre sentiment? En tant que chef d'entreprise, ce que l'on veut, c'est de la stabilité. Un chef d'entreprise, il ne réagit pas à court terme, il réagit à long terme. Et pour pouvoir avoir une politique d'entreprise, il faut avoir une vision à long terme. Donc ce que l'on attend, c'est que tout ne change pas trop vite et qu'on puisse s'adapter à notre niveau. Donc pas inquiet, mais quand même en attente d'eux. Bien sûr. Allez, on démarre justement. Sébastien Ponge, bonjour, vous êtes le représentant en quelque sorte de la 5e génération de Charron à Guipy. L'histoire de Ponge est intimement liée à celle de son village et vous allez nous raconter cette histoire aujourd'hui de cette saga industrielle. Oui, donc avec Mélanie, ma sœur, on représente aujourd'hui la 5e génération donc, de Ponge à Guipy, intimement évidemment lié à la ruralité, mais au monde de machinisme agricole. Nos arrière-grands-parents étaient charrons, maréchal ferrant. Moi, j'ai vu mon grand-père, on a vu notre grand-père ferrer des chevaux. Et la société, comme vous la connaissez aujourd'hui, sous le nom de la SARL Ponge, a été créée par mon père et mon grand-père dans les années 1980, où il y a eu la transition avec les débuts de la soudure, de la construction. Ça a toujours été dans l'ADN de la société, et plus particulièrement celle de mes parents, d'avoir une indépendance et de créer ses propres produits pour y apporter les modifications nécessaires, correspondent à une demande et aux attentes des agriculteurs et des éleveurs. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, nous représentons avec Mélanie la 5e génération dans le village, sur le même secteur d'activité, si je puis dire, avec évidemment les progressions et l'ère du temps changeant de l'industrie, du monde de l'industrie et du monde de l'agriculture. Claude, belle histoire. Oui, c'est une belle histoire, et puis c'est une histoire qui montre que ruralité, ce n'est pas forcément synonyme d'immobilité, au contraire, puisqu'on voit que c'est la 5e génération, c'est une progression, c'est aussi l'arrivée dans l'entreprise de nouvelles méthodes, c'est l'arrivée de l'innovation, et les produits sont très innovants. Alors on pourrait penser qu'une remorque, une bétaillère, il n'y a plus rien à inventer dessus, et bien si, au contraire, il y a encore beaucoup de choses qui doivent se faire, et c'est tout l'intérêt
de mesurer comment, dans une commune rurale comme Guipy, on peut trouver une pépite industrielle comme Ponge. Et nous sommes extrêmement fiers ce matin de pouvoir montrer que ruralité, ça se conjugue bien avec industrie. La question qui était posée, équation impossible, mais certainement pas. Et je pense que certes, il y a parfois des inconnus, c'est le cas d'une équation, mais nous savons la résoudre et nous sommes vraiment attachés à ça. Emmanuel, cette fois-ci Emmanuel Houdet, vous êtes le fondateur de Laser Fusion dans la périphérie de Nevers, une entreprise que vous avez créée il y a déjà 30 ans et qui compte aujourd'hui 25 salariés. Pareil, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'histoire, nous raconter un peu cette histoire? Bon, l'histoire, moi, j'étais pas du tout, ma famille n'était pas dans ce secteur, plutôt médical. Et bon, mais ce qui m'intéressait, c'était la technique. Donc, j'ai fait mes études dans ce domaine. Et puis, après avoir travaillé 3 ans dans une entreprise qui était un peu, qui concevait des sources laser, j'ai franchi le pas et je me suis mis à mon compte. Donc, j'ai créé de toutes pièces la société il y a 30 ans. 30 ans en arrière déjà. C'est ça. 25 salariés. Oui. C'est compliqué justement cette partie de recruter ici sur ce territoire? Je pense que c'est compliqué partout, qu'on soit dans des petites villes ou en campagne ou même dans les grandes villes. Ce que l'on cherche aujourd'hui, c'est des personnes voulant travailler et s'investir. Et je pense que ça, c'est pas lié le fait d'être en ruralité ou ailleurs. Voilà, c'est la mentalité des gens, mais bon, il faut faire avec. Et voilà, le recrutement, la mobilité, pareil, Sébastien Ponge, vous avez cette problématique aussi de recruter, du fait d'être en milieu rural? Je pense que ce n'est pas une problématique. Après, ça dépend comment on voit les choses. Et pour nous, je pense qu'après, il faut en faire une force de cette ruralité. Pour notre entreprise, il y a cet enracinement familial des générations précédentes. Après, la deuxième chose, nous sommes sur un secteur de matériel agricole. Donc forcément, dans la ruralité, parler de matériel agricole, ça veut dire que notre zone de chalandise, nos clients qui nous permettent aujourd'hui d'ailleurs d'aller beaucoup plus loin hors du département, nous ont permis jusqu'à aujourd'hui de développer l'entreprise, de y apporter les gammes et les produits, les modifications qui étaient nécessaires, de développer notre matériel. Donc ça, c'est un des deuxièmes points. Et le dernier point de l'enracinement rural, vous en parliez au niveau de l'embauche, mais il y a aussi un facteur, je dirais, historique. On a eu un départ en retraite d'un salarié de 44 ans de maison qui avait été embauché par mon père et mon grand-père et qui a fait l'entièreté de sa carrière chez nous. Et ça, c'est une fierté inconcevable. C'est quelque chose, quand on a quelqu'un qui a fait l'entièreté de sa carrière, vous imaginez la fierté de l'entreprise, le savoir-faire qu'il a pu apporter, la transmission, je dirais, aux générations futures. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 4 alternants. 3 alternants en licence professionnelle et un alternant avec l'UMM à Nevers sur la soudure en bac professionnel. Donc, je veux dire par là qu'il faut pas en prendre que c'est un état de fait, la ruralité, mais l'enracinement des gens sur le secteur, leur fidélité à l'entreprise. Nous, on cherche des gens. On va les embaucher, on va les former, je dirais, à notre métier. Alors, vous les formez en interne ou justement vous avez autour de vous des centres de formation qui vous accompagnent? Évidemment, nous avons on a les deux méthodes. Je dirais, ça dépend le potentiel de ce qu'on recherche et les personnes qu'on a en face de nous. Mais les deux méthodes fonctionnent. De toute façon, il faut être en perpétuelle remise en cause, de renouvellement de génération quand on est une entreprise qui veut s'accroître et s'agrandir. C'est obligatoire. Mais le monde rural et les gens avec lesquels on travaille aujourd'hui, les collaborateurs, sont des gens formés, fidèles et qui nous permettent aujourd'hui justement de sortir un travail de qualité qui peut permettre d'aller sur des départements et voir de l'export. Donc c'est quelque chose de très important et c'est des gens également qui sont issus du milieu rural, donc ils ont un attachement supplémentaire, c'est qu'ils connaissent la plupart des agriculteurs ou des éleveurs locaux qui vont utiliser le matériel qui est produit chez nous. Donc je pense que ça apporte une fierté pour les personnes et pour nous avec, évidemment, c'est un cercle vertueux qui permet de monter en compétence les personnes à l'intérieur de l'entreprise et de leur apporter vraiment, ils ont une fierté, je dirais, de leur production. Une carrière longue, Claude, en milieu rural, c'est possible? Oui, c'est possible et la preuve a été donnée par l'exemple cité par Sébastien de ce salarié qui s'en va après 40 ans de carrière. Et c'est vrai que c'est vraiment très précieux pour l'entreprise de pouvoir cultiver sur le long terme cette relation avec des collaborateurs qui forcément
au fil de leur carrière, acquièrent des compétences et une expertise qui est évidemment du capital pour l'entreprise. Et c'est ce que nous nous évertuons à favoriser au niveau de l'UIMM, au travers de nos actions de promotion des métiers, mais aussi au travers des centres de formation que nous mettons en place, notamment le pôle formation 5889. Il s'agit effectivement de permettre la formation, la meilleure formation possible des compétences dont nos entreprises ont besoin, qu'elles soient en milieu rural ou ailleurs. Et il a été cité par Sébastien des alternants en licence professionnelle. Je me plais à rappeler que l'apprentissage, c'est l'apprentissage du CAP jusqu'au titre d'ingénieur. Et au pôle formation 5889, on forme du CAP au titre d'ingénieur. On voit bien que là aussi, c'est un pôle en milieu rural, mais que ce pôle en milieu rural, il n'a rien à envier à des pôles qui sont sur des métropoles régionales ou des zones de chalandise plus étoffées que celles que nous pouvons trouver sur nos départements ruraux. Je rebondis juste petite parenthèse, puisqu'on passe justement, on parle de la formation et de l'apprentissage sur les annonces qui a été faite par le gouvernement. Peut-être que ça va être ratiboisé. Oui, alors il y a deux choses à voir. Il y a d'une part l'annonce concernant les aides à la signature du contrat qui effectivement vont être réduites. Et puis, on en parle moins, mais je pense que c'est un sujet qui est pour autant plus aigu. C'est celui du niveau des prises en charge des contrats. Là, rien n'est encore annoncé, mais on voit bien que France Compétences se prépare à un nouveau coup de rabot sur les niveaux de prise en charge. Je rappelle qu'il est absolument indispensable pour un centre de formation d'apprentis industriels de bénéficier des moyens nécessaires à faire fonctionner une section de formation en milieu industriel, c'est-à-dire les équipements, les matériels, les machines. Tout ça coûte extrêmement cher et il faut que nous ayons encore la capacité à les financer. Aujourd'hui, nous sommes dans une zone qui devient une zone critique en ce qui concerne la couverture des frais nécessaires à une bonne formation. J'attire l'attention de ceux qui nous gouvernent sur ce qui pourrait devenir, au contraire de l'industrie en ruralité, une équation cette fois-ci bien compliquée à résoudre que celle d'une formation industrielle qui n'aurait pas les moyens de mettre en œuvre tout ce dont elle a besoin. Allez, on ferme la parenthèse sur les annonces. Et puis Emmanuel Boudet, donc, on l'a dit en préambule, vous êtes par ailleurs le président de l'UIMM 58. Alors comment se porte l'industrie dans la Nièvre ? Écoutez, l'industrie dans la Nièvre se porte plutôt correctement. On a la chance d'avoir un niveau d'activité sur l'ensemble des entreprises qui sont présentes à peu près, enfin plutôt une bonne charge. On a une grosse locomotive qui est à Inchy, qui est à Péram, qui est plutôt en progression encore, et puis plusieurs autres entreprises où voilà, l'activité est plutôt stable. Et voilà. C'est comme ça que vous le ressentez en tous les cas, mais on en parlera tout à l'heure avec Mme Député, effectivement, qui connaît bien ce secteur économique. Sébastien Ponge, être dans un territoire rural, on en a parlé tout à l'heure, mais est-ce que ça ne vous empêche pas justement d'innover et de conquérir de nouveaux marchés, notamment à l'étranger ? Alors, je pense que la ruralité, enfin, il n'y a pas de lien entre l'innovation et la ruralité. Là, pour le coup, surtout que les nouvelles technologies qu'on connaît aujourd'hui, elles sont tout à fait mises en place dans les entreprises comme les nôtres. Il y a eu des premiers plans d'investissement voilà quelques années de découpe laser à plat, découpe laser tube, donc pour une entreprise de notre taille de 45 personnes qui étaient vraiment des beaux et gros investissements, mais qui nous permettaient justement de pouvoir redessiner, de pouvoir innover, de pouvoir voir du matériel avec une ergonomie différente et d'optimiser également une production, puisqu'il y a un moment donné, quand vous me parlez de marché européen, on va se découvrir dans les mois à venir sur justement un secteur européen et la concurrence va être là, c'est-à-dire que la concurrence va être là pour venir en France, puisque les normes changeant, on ouvre notre pays aux nouvelles réglementations de circulation, donc on a des confrères qui travaillent très bien en Europe et qui vont venir sur notre marché. Nous, décision a été prise de faire dans l'autre sens, c'est-à-dire d'innover de notre part également pour pouvoir justement s'ouvrir à ce marché de demain. Donc l'innovation, quelque part, dans la marque Ponge, ça n'a jamais fait peur. C'est vraiment l'ADN de la société, se démarquer justement en produisant nos propres produits, en les développant, en les construisant. C'est justement là le gros avantage, la grosse force qu'on peut avoir d'agilité d'une entreprise de 45 personnes avec un bureau d'études, un bureau méthode intégré, de pouvoir justement réagir très rapidement et très facilement, si je puis dire,
dire, à soit un marché, soit une nouvelle réglementation. Et quand on parlait de formation, ça a été une belle montée en compétences. Ça commence à être une belle montée en compétences du bureau d'études quand on commence à faire des démarches de réception européenne, des essais dynamiques de véhicules qu'on n'avait pas forcément à faire jusqu'à aujourd'hui. Alors certes, on prend du principe que la norme est une obligation et peut être évidemment un frein. On a fait un petit peu le contraire. On s'est dit, il y a une nouvelle norme, qu'est-ce qu'elle nous impose et comment l'entreprise peut s'y adapter pour justement faire monter les gens en compétences, avoir de nouvelles responsabilités, de nouvelles méthodes de travail. Et je pense que dans les mois à venir, on est en train justement de relever le défi, quoi. Claude? Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des pépites en ruralité. Deux exemples sont vraiment très éloquents, que ce soit Ponge, que ce soit Laser Fusion. On voit bien que ce sont des entreprises qui sont à la pointe de leur technologie, qui sont à la pointe de leur savoir-faire, qui sont à la pointe de l'innovation. Il est vrai que lorsque on visite les ateliers de ces deux entreprises, on a deux ateliers qui n'ont rien à envier à n'importe quelle autre entreprise de technologie, parce que les technologies mises en œuvre sont celles qui sont les dernières à la page. Lorsque l'on va à Coulanges chez Emmanuel Boudet, chez Laser Fusion, on voit ce qui se fait de mieux en matière de découpe laser. C'est véritablement quelque chose de remarquable. Et puis, lorsque l'on est chez Ponge, ici, on s'aperçoit qu'on fabrique des remorques qui ont un temps d'avance, qui sont déjà dans le monde de demain. Et pourquoi est-ce que c'est dans le monde de demain ? Eh bien sûr, par la volonté du dirigeant, par la volonté de l'entreprise de progresser, mais aussi parce qu'elle est en lien avec le besoin de son client. Et elle connaît le client parce que le client, il habite à côté de chez elle. Et je crois que c'est véritablement le point d'ancrage qu'il faut mettre en avant. Et bien justement, une bonne transition, merci à vous. On va regarder justement quelques images et passer à la deuxième partie de cette émission. Quelques images justement sur l'entreprise Ponge. On se retrouve tout de suite après avec des nouveaux invités. De retour dans la seconde partie de l'émission C'est dans la boîte et nous ont rejoint sur cette seconde partie de nouveaux invités avec Perrine Goulet, députée de la première circonscription de la Nièvre. Bonjour. Bonjour. Et puis Nicolas Béraud, dirigeant de FTP Powertrain Technologies de Garchizy, ou plutôt à Garchizy. À Garchizy, oui. Bonjour. Bonjour. Ça va, vous allez bien ? Très bien. Très bien. Vous avez vu la première partie de l'émission. Ce sera la même question pour vous. Et toujours avec nous, Claude Vaucoulou. Claude, tout va bien pour vous ? Oui, tout va bien, Miguel. Et c'est un vrai plaisir que d'accueillir ces nouveaux invités qui vont nous apporter leur regard sur ce sujet de l'industrie en ruralité. Je suis sûr que ça va être passionnant. Absolument. Et bien justement, Madame la députée, merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes réputée pour bien connaître le tissu économique du département. Alors justement, que vous inspire ce que nous venons d'entendre des représentants de l'industrie ? C'est conforme à ce que je connais de l'industrie nivernaise. Juste, si vous me permettez... Bien sûr. Vous avez parlé, est-ce possible d'innover dans la Nièvre ? Je pense qu'on n'a que des industries qui innovent dans la Nièvre. J'en tiens pour preuve certaines entreprises, notamment à Manicourt comme Danielson, où ça fait plus de 6 ans qu'ils sont sur les moteurs de drones pour l'armée. On a également Galien à Nevers qui fait de la pharmaceutique, alors qu'aujourd'hui le sujet est porté, doit-on délocaliser ou pas ? On a des entreprises comme celle de M. Béraud, mais il en parlera mieux que moi. Mais tout au long de cette circonscription, de Cône avec Gefica également, qui travaille sur le caoutchouc, en allant, comme on l'a vu tout à l'heure avec notre invité, au niveau de Coulanges. Tout ça, c'est des entreprises qui, pour moi, ne font que innover et qui sont, j'allais dire, plus qu'intéressantes dans la Nièvre. On a parlé rapidement de ce qui se faisait à Infi. Infi, 3 belles entreprises, Ugitech, Alpha, Aperam et Aubert et Duval, pareil, qui innovent aussi dans leur propre domaine, notamment certains qui fournissent du combustible et des pièces pour les Rafales. Donc on voit bien à quel point nos industries nivernaises sont plus qu'innovantes. Et surtout, ce que je pense qu'il est important de dire, c'est qu'aujourd'hui,
on a un tel tissu industriel dans la Nièvre qu'un jeune qui veut faire carrière peut passer d'une entreprise à l'autre de manière intéressante, changer de métier tout en restant dans ce beau domaine qu'est l'industrie, avec des domaines variés, on l'a dit. On a parlé de l'industrie, on va parler automobile, on a parlé pliage, découpe, on peut parler pharmacie, on peut parler innovation, chaudronnerie, militaire, défense. Donc autant de domaines qui peuvent être intéressants pour des jeunes. On va justement parler de tous les atouts justement de la Nièvre pour accompagner le développement de l'industrie. Claude peut peut-être réagir. Oui, Madame la députée a parfaitement raison. Nous faisons la démonstration qu'un département rural, c'est un département où les entreprises, je dirais, ont presque une obligation supplémentaire d'être encore meilleures que les autres. Parce qu'elles doivent sans aucun doute surmonter quelques écueils qu'elles ont bien identifiés, notamment certains écueils peut-être de mobilité, qui sont parfois des écueils compliqués. C'est vrai qu'on a parfois du mal à prendre le train pour aller à Paris parce que la ligne n'est pas au top ou parce qu'il y a quelques incidents sur la voie. Mais quoi qu'il en soit, on voit bien que nos entreprises nivernaises sont des entreprises innovantes, sont des entreprises performantes et sont des entreprises qui sont bien intégrées dans la chaîne de valeur des fabrications où elles se situent. Et encore une fois, c'est grâce aussi au fait qu'elles trouvent sur place une main-d'œuvre qui est une main-d'œuvre qualifiée, compétente et qui est attachée à son entreprise. Madame la députée, justement, vous avez commencé à l'évoquer. Quels sont pour vous justement les atouts de la Nièvre pour accompagner le développement de l'industrie, voire même pour attirer de nouvelles entreprises? Alors, je pense que l'un des plus gros atouts de nos territoires, c'est le prix du foncier. Quand une industrie veut s'implanter sur nos territoires ou quand elle a besoin d'avoir plus de mètres carrés, ça coûte moins cher qu'ailleurs. Et ça, c'est important pour une entreprise. Ça fait baisser les frais fixes, on va dire. Après, vous parliez effectivement du train, mais il n'y a pas que le train. Bientôt, on va avoir la 2x2 voies qui va aller directement donc, de Paris à la RCEA. Donc, qui va permettre aux camions et aux livraisons de pouvoir passer plus facilement dans la Nièvre. Et ça, je pense que c'est important. Et puis, on a un tissu industriel, je trouve, vivant. Les chefs d'entreprise réfléchissent à se réunir, à s'unir pour unir leurs forces, peut-être pour faire partager certains prix des uns et des autres pour que les plus petites entreprises puissent, survivre. Et je pense que c'est la force de nos territoires, c'est d'être assez petits pour que tous les chefs d'entreprise se connaissent et essayent d'optimiser et d'accompagner le tissu dans son ensemble. Je crois que d'ailleurs vous connaissez très bien votre voisin d'à côté, Nicolas Béraud. Vous êtes le dirigeant de FTP Powertrain Technologies. Quelle est l'activité de cette division qui appartient au groupe Iveco? Alors la spécificité effectivement de cette entreprise à Garchizy, c'est de reconstruire des moteurs pour notre principal client qui est Iveco. La spécificité, la technicité de ce site, c'est que nous sommes l'un des seuls sites en Europe au sein de FPT Powertrain qui reconstruit les moteurs. Donc le terme reconstruction est important puisque nous alimentons le réseau de nos clients en moteurs pour des bus, pour des tracteurs, pour des excavatrices, pour des pelleteuses, pour des engins de travaux publics avec des fortes puissances. Et la spécificité de notre métier, c'est d'utiliser des moteurs usagés, de les collecter partout en Europe, de les ramener sur notre site à Garchizy et de les reconstruire, de les démonter intégralement pour récupérer les pièces mécaniques lourdes à forte valeur ajoutée et les utiliser pour reconstruire des moteurs et les remettre sur le marché, ce qui nous permet de ralimenter le réseau Iveco et FPT et autres avec des moteurs qui sont garantis aussi longtemps qu'un moteur 100% neuf, avec les mêmes performances, mais qui, dans son processus de reconstruction, a généré 80% de moins de CO2 que son équivalent 100% neuf. Et ça, grâce aux compétences, aux techniques, à l'expertise de nos équipes sur le site de Garchizy. Et nous sommes la seule entité en Europe au sein du groupe à avoir cette compétence.
Et donc une innovation, justement, Claude, de plus. Oui, une innovation et puis la démonstration de ce que l'économie circulaire, puisqu'il s'agit bien d'économie circulaire, apporte dans le cadre d'une transition écologique que nous appelons tous de nos voeux, mais que nous n'appelons pas non plus seulement sous l'angle d'une avalanche de contraintes. Et on voit bien que cet exemple qui est donné est un exemple qui permet à une entreprise au cœur de la Nièvre d'être un acteur majeur dans ce cadre qui pourtant, au départ, le moteur de bus, le moteur d'engin de chantier, c'est quand même quelque chose que l'on regarde sous l'angle des émissions avec parfois un tout petit peu de crainte. On voit bien que nous sommes là en train d'apporter une pierre à un édifice essentiel qui est celui de cette transition écologique. Un bel exemple, Madame la députée, côté de vous. Très belle entreprise située effectivement à Garchizy et qui a connu quelques difficultés il y a quelques temps, mais difficultés, j'allais dire, de bâtiment. De bâtiment, ah oui, c'est important. Et pas sur le reste, qui prouve également comment on a pu accompagner cette entreprise pour qu'elle continue dans le territoire. C'est très important. Moi, ce que j'aimerais dire surtout, c'est aller visiter ces entreprises. Avant d'être député, j'avais peut-être une vision un peu comme tout le monde. L'industrie, c'est pas forcément du travail manuel, c'est compliqué, c'est pas toujours propre. Or, c'est pas du tout le cas. C'est plus le cas. C'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, tous ces chefs d'entreprise agissent pour notamment acheter des moyens de levage, des moyens de manutention, des exosquelettes qui permettent à tout à chacun de pouvoir travailler dans ces industries-là, que ce soit des hommes ou des femmes. Ça, c'est important. En fait, on pourrait se dire c'est de la rénovation de moteur, ça va être plein d'huile, ça va être dégoûtant. Et pas du tout. Au contraire, c'est très propre, c'est très chirurgical, c'est très bien fait. Donc moi, j'invite vraiment à aller dans toutes ces entreprises. On doit vraiment changer l'image de l'industrie. Et c'est là-dessus que l'UIMM, pour moi, a toute sa force, c'est montrer quel est le vrai visage de l'industrie aujourd'hui. Et on a beaucoup d'industries dans notre territoire. Et il faut que les jeunes, dans leur stage de troisième, leur stage de seconde, bien, passent le pas d'aller voir ces industries pour se rendre vraiment compte de ce qu'est l'industrie aujourd'hui. Nicolas Béraud, l'innovation, on en a parlé un petit peu. La transition écologique sont donc possibles dans un département rural comme la Nièvre, malgré les problèmes récurrents de recrutement. Alors bien sûr, l'innovation est partie prenante de toutes nos industries, on en a parlé précédemment. Industrie est synonyme d'innovation, l'innovation dans nos produits, dans nos processus de production, mais aussi dans nos organisations pour effectivement offrir des conditions de travail à nos salariés qui soient de plus en plus agréables et de plus en plus compatibles avec les enjeux que sont les nôtres. D'un point de vue limitation des efforts, d'un point de vue cadence de production. Pour accompagner les cadences de production et notre compétitivité, il faut aussi déployer énormément, je dirais, d'énergie et de savoir-faire pour que ça se passe dans de bonnes conditions et que ça se passe surtout plus au détriment de la qualité de vie et de la santé de nos salariés. Après, effectivement, il y a, comme dans beaucoup d'industries, et pas forcément uniquement dans les territoires, on est confronté à des contraintes ou à des difficultés en termes de recrutement. Et pour ça, l'UIMM notamment met à disposition des outils qui sont très performants et très à la pointe pour nous accompagner par rapport à ces problématiques-là. Après, nous avons aussi tous, à différents niveaux, nous avons su faire preuve d'innovation, puisque maintenant, je dirais que nos processus de recrutement ne sont plus basés sur je recherche le technicien hyper spécialisé dans ma branche qui a 10 ans d'expérience, mais qui a moins de 30 ans et qui doit être disponible dès que j'en exprime le besoin, dès le lundi matin, une fois que j'ai exprimé mon besoin le vendredi soir. Maintenant, nos processus sont clairement basés sur le fait qu'on recherche avant tout des gens qui ont envie de travailler, qui sont prêts à s'impliquer, qui ont des bons profils, comme on dit généralement, un bon câblage, et le reste, la formation, l'acquisition des techniques, etc., on va s'en charger. C'est devenu partie intégrante de nos processus d'intégration des nouveaux embauchés, de formation, et lui-même, encore une fois, nous accompagne parfaitement dans cette logique-là. Claude ?
Écoutez, moi, je bois du petit lait lorsque j'entends ce qui vient d'être dit, à la fois par Madame la députée et à la fois par Nicolas Béraud. Bon, il est vrai qu'une grande branche comme l'UIMM a déployé des outils depuis très longtemps pour accompagner ces entreprises et pour être en capacité, effectivement, à apporter des solutions à la problématique, notamment des recrutements. Je voudrais revenir aussi sur ce qui a été dit en termes d'image de l'industrie, en termes de qualité de vie au travail dans nos entreprises, en termes d'accompagnement de nos salariés dans la carrière. Je crois que c'est ce qu'il faut effectivement mettre en avant, c'est ce qu'il faut retenir. L'industrie en 2024, ce n'est pas l'industrie de la fin du 19e siècle, même si certains se plaisent encore peut-être à cultiver cette image. Aujourd'hui, nous sommes dans des entreprises qui sont modernes, qui déploient des moyens qui sont tout à fait innovants, qui sont tout à fait remarquables. Et bien évidemment, lorsque l'on parle de fidélisation du personnel, d'accompagnement du personnel dans la carrière, ça ne peut pas se conjuguer autrement qu'avec ce souci de qualité de vie au travail. C'est ce que nous mettons en œuvre au niveau de la branche depuis des années. Et c'est pourquoi aussi nous sommes aujourd'hui tout à fait fiers de montrer nos entreprises. Vous l'avez vu, vous l'avez dit, Madame la députée, nos entreprises, ce sont des entreprises qui sont propres, qui sont claires, qui sont aérées et où les salariés sont des salariés en règle générale qui sont heureux à leur poste de travail et dans leur déroulement de carrière. Et puis je peux me permettre aussi peut-être d'ajouter quelque chose. D'une manière générale, ce sera déjà ma conclusion. Alors d'une manière générale, ce que l'on peut dire, c'est que l'industrie, et notamment la métallurgie, eh bien, elle est moderne aussi sur le plan social, avec une nouvelle convention collective nationale qui a prévu des minima de rémunération qui sont parmi les plus élevés aujourd'hui. Et on voit bien que ça aussi, c'est un élément qui est un élément important à mettre en avant, alors que nous arrivons pour cette semaine de l'industrie en position de vouloir montrer combien il est important de rejoindre les entreprises industrielles ici dans la Nièvre et partout sur le territoire français. Absolument. Un petit mot de conclusion, Madame la députée. Très compliqué, tellement c'est vaste comme absolument. sujet. Non, je trouve que ce qui est intéressant vraiment dans toute l'industrie, notamment dans l'industrie nivernaise, c'est qu'elle est diversifiée, variée, et qu'elle permet à chacune et à chacun de s'épanouir. Ce qui est très intéressant, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on peut aussi avoir des coopérations. Si quelqu'un a une baisse de carnet de commandes, eh bien, il peut faire du prêt aussi à d'autres qui seraient plus en difficulté pour éviter de perdre les compétences sur nos territoires. Et surtout, c'est des carrières qu'on peut mener dans la Nièvre et pas des carrières où on n'évolue pas. Maintenant, on peut évoluer dans l'industrie, on peut évoluer hiérarchiquement, mais on peut évoluer aussi, j'allais dire, de manière horizontale en changeant d'industrie. Et c'est ça qui est, je pense, intéressant parce qu'on sait bien que les générations qui arrivent ne feront pas toute leur carrière, que, malheureusement, comme on a pu l'entendre tout à l'heure, de moins en moins, ils feront leurs 40 ans dans la même entreprise. Et l'avantage de l'industrie dans la Nièvre est d'avoir un diplôme industriel, que ce soit en maintenance, que ce soit en soudure ou autre, permettra de rester dans le territoire tout en exerçant une carrière intéressante, diversifiée et progressive. Merci beaucoup à vous. Allez, le mot de la fin, cette fois-ci, je ne vous le donne pas à vous, je le donne à une entreprise. Ça vous va, Claude? Mais ça me va très bien. Nicolas, justement, Béraud, le mot de la fin, justement. Alors, un mot de la fin pour compléter ce qui a été dit précédemment. L'industrie dans les territoires ruraux, c'est une réalité, ce n'est pas une difficulté, ce n'est pas une équation impossible à résoudre. On a vu des tas d'exemples ici. Je me permettrai simplement d'ajouter un petit point du point de vue du salarié. Le salarié qui veut travailler dans l'industrie, dans un domaine, dans nos territoires, a un avantage par rapport aux autres salariés des grandes métropoles, etc. C'est qu'il aura la possibilité donc, de travailler avec des collègues proches, impliqués. On l'a vu, nos salariés sont très attachés à leur entreprise et ont une capacité à s'inscrire dans le développement de l'entreprise dans la durée. Mais aussi, ils vont avoir l'opportunité de pouvoir compléter, agrémenter leur cadre de vie, puisque dans nos territoires, le prix d'un pavillon avec un petit terrain, etc., à proximité de son entreprise ou à moins de 10 minutes de son entreprise, coûte quasiment moins cher qu'un appartement, un petit studio ou un 2 pièces en région parisienne.
Et le cadre de vie, de là, vous comprenez qu'il est totalement différent dès qu'on commence à construire une famille et qu'on veut effectivement avoir de la place, de l'aisance autour de son habitat en vivant à proximité de son entreprise, que l'on peut rejoindre, même en parcourant 10, 15, 20 km tous les matins. Mais ça, on le fait en quelques minutes, alors qu'en région parisienne, pour faire 5 km, parfois, il faut perdre tous les matins 1h30 dans les transports en commun, avec une certaine variabilité sur son horaire d'arrivée estimé au travail. Ça donne envie de rebondir ou ça vous va pour vous, Madame la députée? Bon, écoutez, je crois que c'était une bonne conclusion. Oui. Nous sommes bien en ruralité. Et quand je dis nous sommes bien, c'est nous nous y plaisons, nous nous y épanouissons. Et en tout état de cause, je crois que la ruralité, elle n'a pas dit son dernier mot. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à Sébastien Ponge de l'établissement Ponge qui nous a accueillis ce matin. Merci beaucoup à l'UMM 5889. Merci beaucoup, Madame la députée. Merci beaucoup également à vous, Nicolas Béraud. Voilà, on se retrouve pour une prochaine émission dans quelques mois. Et puis vive la semaine de l'industrie, mais surtout vive la ruralité. Au revoir.